Donc merci à nouveau de me recevoir à Rabat. Donc je vais effectivement compléter ce qu'a brillamment exposé Mounir, donc concernant l'adaptation de ces outils de cartographie donc aux différents types de veille. Juste avant, je vais remercier Amina pour tout ce qu'elle a dit, notamment pour l'ouvrage Net Recherche. Alors bonne nouvelle, Net Recherche va être réactualisée puisque la dernière édition date de 2010. Donc voilà. Et la prochaine édition donc, va sortir d'ici le premier semestre 2013. Donc voilà, un peu de patience pour attendre cette nouvelle version. Et je suis alors, il y avait aussi un petit peu de nouveauté, donc j'ai été élue co-présidente de la DBS, comme je le rappelais ce matin, et par contre j'ai quitté le pôle Léonard de Vinci depuis quelques semaines pour me consacrer justement à l'enseignement et à l'écriture. Voilà, donc pas mal de changements cette année. Et donc la DBS, bon, j'en ai dit quelques mots ce matin, voilà, 4000 membres, différents types de prestations, des formations destinées donc, aux membres de la DBS, mais pas uniquement, une revue que certains connaissent peut-être, un documentaliste sciences de l'information qui présente des dossiers thématiques. Le dernier dossier est consacré à l'accès mobile à l'information. On fera certainement un dossier sur la cartographie. Effectivement, il s'agit d'un thème majeur. On a fait un dossier sur la curation aussi récemment. Et des journées d'études et donc les différents services proposés à nos adhérents et de façon plus générale à la communauté des professionnels de l'information en France et beaucoup plus largement. Et donc, ce que je vais présenter, donc, ce sont effectivement, en partant non pas des outils et des étapes de la veille, comme l'a fait Mounir, mais pour compléter, en partant des différents types de veille, veille technologique, veille concurrentielle, surveillance de l'e-réputation. On verra dans quel cas ce que peut apporter la cartographie. Juste avant, je voulais compléter tout ce qui a été dit ce matin, éventuellement par quelques considérations. Alors, si ça veut bien fonctionner. J'ai eu des soucis avec ma présentation, ça marchait sur le poste. Peut-être que je me mets plus vers l'écran. La molette. Oui, voilà. Alors, pour revenir, là, comme Olivia qui a fait un peu l'historique de cette pratique de la cartographie, dont on a vu qu'elle ne datait pas d'hier, la cartographie géographique. Je vais remonter, non pas jusqu'à la plus haute antiquité, mais je vais remonter jusqu'à Paul Clay, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est considéré comme le père de la documentation contemporaine, qui est l'auteur, avec Henri Lafontaine, de la classification décimale universelle. Et c'est donc un schéma qui avait été réalisé au début du XXe siècle par Paul Clay, qui présente, c'est son idée du Mondaneum, c'est devenu un musée en Belgique, et c'est une espèce de cartographie aussi, une cartographie donc de différentes typologies de sources d'informations. Je crois qu'on peut considérer Paul Clay comme un précurseur de la cartographie sémantique. On dit de lui qu'il a inventé le web bien avant la lettre. Je crois qu'on lui doit énormément. Et je vais reprendre une phrase célèbre, le titre de l'ouvrage d'Alfred Korwinski, la carte n'est pas le territoire qu'elle représente. Et ça, je crois que ça illustre beaucoup les discussions qu'on a pu avoir ce matin, et notamment le débat qui s'est amorcé en fin de matinée. La cartographie, c'est ce que disait Franck Guitala, la cartographie c'est une représentation, ce ne sont pas des données, c'est une représentation de données. Donc de la même façon que les mots ne sont pas les choses, que la carte n'est pas le territoire, la cartographie c'est une représentation des données qui sert, on l'a tous dit un petit peu à notre façon, qui sert à la compréhension, qui sert à la prise de décision, qui va servir à faire émerger ces fameux signaux faibles qui vont nous permettre d'anticiper. La cartographie va permettre de modéliser un exemple aussi de ces nouvelles cartes, des nouveaux territoires justement de l'information qui vont générer des nouvelles cartes, avec un petit clin d'œil à cet ouvrage Information is Beautiful. On fait un beau métier, je crois, les uns et les autres, et l'information, ça peut être quelque chose de beau, mais au-delà du côté esthétique, on peut être beau et avoir du sens, et donc ces cartographies vont servir aussi à donner du sens.
Alors, on a beaucoup parlé de la cartographie dynamique et de la cartographie temps réel. Là, bon, là, évidemment, c'est une copie d'écran, donc on ne voit pas le caractère dynamique, mais vous pourrez le regarder, tout ça sera en lien sur les slides. Et donc cette application Bubble Tea, qui a été lauréat cette année du concours Google Database et qui présente, c'est une application en lien avec les élections présidentielles en France, qui ont eu lieu au mois de mai dernier. Et donc on voit tout en bas, sous forme de, un peu comme si c'était des urnes, pas des boîtes, donc au nom des candidats à la présidentielle. Et les boules colorées que vous voyez, ce sont des tweets en fait qui mentionnent l'un ou l'autre des candidats et qu'on pouvait voir tomber les uns après les autres dans ces espèces d'urnes, et comme si c'était un petit peu les votes des internautes, enfin du moins les avis émis par les internautes concernant tel ou tel candidat, avec donc ces possibilités ensuite d'analyser automatiquement éventuellement les opinions émises. Et donc, mais au moins de voir les volumétries à partir de cette représentation graphique très efficace. Et également, ce schéma que vous voyez sur la droite, qui est tiré justement de tout ce recueil Information is Beautiful et qui a eu la médaille d'or. Alors c'est une infographie, on a dit ce matin effectivement, on a évoqué la distinction entre la cartographie et l'infographie, mais ça illustre, cette infographie illustre le talent des designers qui vont donc présenter, au lieu de présenter un camembert classique, va nous présenter un bandeau coloré avec donc des tranches qui représentent des avis exprimés ou des opinions. Alors, pour continuer dans l'historique, justement, on va évoquer ces différents types de veille. On va peut-être rappeler aussi leur apparition dans le temps. C'est-à-dire que la notion même d'intelligence économique est assez récente. Elle a été, on en a toujours fait, bien sûr, depuis les temps les plus reculés, mais le concept a été formalisé assez récemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que cette notion d'intelligence économique a été formalisée dans les années 90, au moment de la chute du mur de Berlin, avec l'apparition d'un monde compliqué, multipolaire. Le monde a toujours été compliqué, effectivement, on l'a dit, mais il est particulièrement incertain et instable depuis, et plein d'opportunités aussi depuis une vingtaine d'années. Et c'est intéressant de mettre en perspective et de mettre en relation cette évolution des différents types de veille avec l'évolution des contenus et des supports et l'évolution des outils. Évidemment, tout ça, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet. On dit toujours, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'outil qui conditionne la pratique ou l'inverse? C'est un petit peu tout ça conjointement. Mais c'est intéressant de voir comment la pratique de la veille a évolué en même temps que les supports et les outils. Et dans les années 70, dans une période préhistorique, on peut la considérer comme ceci, enfin on est plusieurs à l'avoir connue, donc dans cette période où le web n'existait pas, comment est-ce qu'on faisait pour faire de la veille? On l'utilisait, et on l'utilise toujours bien sûr, tout ça existe encore, une nouvelle vague ne vient pas se substituer à ce qui existait déjà, et donc on utilisait des bases de données scientifiques et techniques, des bases de brevets, des bases d'articles, avec des paramétrages d'alerte. Dans les années 80, cette notion de veille purement technologique s'est élargie à un type de veille plus axé sur la surveillance concurrentielle, la veille marketing, la veille sectorielle, enfin, la veille stratégique au sens très large du terme. Et c'est à ce moment-là que se sont développées des bases de données d'informations sur les entreprises, sur les secteurs, avec en parallèle le développement des logiciels de business intelligence, dont Frédéric Martinet, je crois, parlera demain. Et donc l'apparition du web, qu'il est intéressant, donc au début des années 90, qu'il est intéressant de corréler avec cette formalisation du concept d'intelligence économique, l'apparition du web voit l'émergence d'outils qu'on appelait à une époque les agents intelligents, l'expression est un petit peu passée de mode, mais les outils sont toujours là, des outils qui vont permettre de surveiller régulièrement et systématiquement les modifications sur des sites web, y compris des sites dynamiques, y compris des sites structurés. Et donc les plateformes de veille intégrées, Monir en a cité quelques-unes, AMI Software, Digimine, pour citer les plus connues et qui seront présentées donc demain par les éditeurs.
Et alors, si on considère que tous les 10 ans, à peu près, il y a eu une mutation, on peut dire que la grande mutation des années 2000, c'est bien sûr l'apparition de ce qu'on a appelé sous l'étiquette Web 2.0, ce web social, ce web de conversation, qui a amené une déferlante de contenu. On a parlé d'infobésité, j'utilise assez souvent ce terme, mais c'est vrai que ce terme aussi est devenu un peu galvaudé, parce que je crois aussi que cette notion d'infobésité, elle est toute relative à ce que nous avons l'impression de ne pas pouvoir absorber. Si on reprend ce qui s'écrivait à l'époque de Gutenberg, à la Renaissance, on avait déjà l'impression d'être sous cette infobésité, de crouler sous le poids de cette déferlante d'ouvrages imprimés à l'époque. Donc je crois que, effectivement, enfin, en tout cas, le Web 2.0 a apporté, en tout cas, une grande masse de contenu et de données, et a généré un nouveau type de veille, à la fois, et c'est pas paradoxal, une veille plus collaborative, mais aussi plus personnelle, avec une démocratisation des outils de veille, beaucoup d'outils open source, et aussi une nouvelle forme de veille qui est la surveillance de l'e-réputation, la surveillance de l'image d'une entreprise ou d'une personne, de l'identité numérique via les médias sociaux. Et en même temps, on continue à se développer et à être utilisé pour la veille. Il y a des outils de text mining qui existaient déjà aussi, mais qui ont été de plus en plus utilisés pour l'analyse, justement, des contenus. Et des outils de cartographie qui arrivent, c'est ce que disait aussi Franck ce matin, qui arrivent à maturité. C'est-à-dire qu'on voit que toutes ces technologies, c'est un peu vous connaissez sans doute le Hype Cycle du Gartner Group tous les ans, avec les technologies émergentes et les technologies qui sont arrivées à maturité. On peut dire que tout ce qui concerne la collecte, et beaucoup de questions en fin de matinée concernaient la collecte et les notions de sécurité qui sont inhérentes à cette collecte et de hiérarchisation éventuellement des sources. Mais donc les outils de collecte se sont stabilisés, les outils de collecte, y compris via des flux et les alertes mots-clés, se sont stabilisés aussi. Ce sont les NetVibes, les Google Reader, les Google Alert que vous connaissez parfaitement. Et ce qui est en train vraiment d'émerger et d'arriver à maturité, ce sont ces outils de cartographie dont on a vu déjà un certain nombre et dont on verra encore plus en détail demain, les outils comme Pico Software ou autres, qui vont permettre d'analyser tout ce qui a été collecté ou recherché via les moteurs dont parlait Mounir. Et le web des années 2010 se caractérise par son aspect temps réel, le real-time web, avec des moteurs comme Topsy ou autres. Il existe un certain nombre des outils temps réel qui vont permettre de générer des flux en prise avec le temps réel. Et aussi un web de plus en plus multimédia avec l'émergence, pourquoi pas, de la réalité augmentée et un web accessible de plus en plus sur des supports mobiles, des smartphones ou des tablettes. Voilà, donc en quelques mots, voilà un bref historique de cette évolution de la veille et comment les outils de cartographie s'intègrent dans cette grande famille très diverse des outils de veille. Et ce paysage informationnel, cet écosystème informationnel dans lequel nous baignons depuis des années, à l'époque, justement, il y a une vingtaine d'années encore, avant l'explosion du web, ce paysage, cet écosystème informationnel offrait cette image d'un jardin à la française. En France, on aime bien les choses très cartésiennes, très organisées. Donc les jardins de Versailles, donc une information structurée, calibrée, souvent rare et chère. Alors là encore, bien sûr, ces jardins à la française existent toujours, mais ils sont maintenant entourés. Voilà, aujourd'hui, on a toujours les jardins à la française, mais tout autour, c'est la jungle qui a poussé de façon très luxuriante, très pas organisée, pas structurée. Et dans cette jungle, on trouve des pousses très hétérogènes, avec des sentiers qui ne sont évidemment pas balisés dans cette jungle informationnelle. Avec quelques constats aussi à la clé. L'accès à l'information n'est pas seulement une affaire de technologie et d'algorithmes, mais aussi de médiation humaine. C'est ce qu'on voit avec justement des plateformes de curation au vrai sens du terme, c'est-à-dire de repérage, d'agrégation et d'éditorialisation des contenus. Et on constate aussi que, et ça on constate à propos de nombreuses matières premières,
Quand une matière première est rare, elle engendre un progrès technique. On le voit avec le pétrole, l'électricité, etc. Quand une matière première est surabondante, et c'est ce qu'on voit pour l'information, elle engendre non pas forcément un progrès technique, mais des nouveaux usages. Et la mutation en matière de veille, elle se fait beaucoup dans les usages, que ce soit dans la collecte, l'analyse ou le traitement. Voilà. Et une notion d'accès, on n'est plus à l'âge des silos d'informations détenus par l'entreprise, mais une information à laquelle on va accéder en juste à temps. Donc, dans cette jungle qui n'est pas balisée, la cartographie va justement permettre de mieux se repérer, de faire émerger justement dans cette jungle les plantes qui vont être de qualité, qui vont être utiles pour notre veille. Et quand on parle de veille, il y a un terme qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la notion de sérendipité, qui est issue de l'anglais serendipity, qui désigne la faculté des trouvailles heureuses, certains la traduisent en français par fortuitude, l'art des hasards fortuits, et justement l'art de favoriser le hasard pour faire ces découvertes heureuses, pour ne pas se perdre dans cette jungle et trouver des informations en relation avec, évidemment, les enjeux de la veille. Et on va voir tout de suite après les différents types de veille et ce que la cartographie peut apporter. Et donc, la cartographie, de façon générale, quel que soit le type de veille, que ce soit en veille technologique, concurrentielle ou autre, la cartographie peut aider, déjà, peut favoriser la sérendipité. Comment? En visualisant, c'est ce qu'a montré Mounir avec TouchGraph, c'est en permettant de visualiser les liens de similarité, la fonction related chez Google, donc des liens de similarité entre les sites. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, par exemple, quand je fais du sourcing, dans cette phase amont, quand il s'agit de mettre en place un plan de veille, on va partir de ce qu'on connaît, on va cartographier les liens de similarité avec TouchGraph ou d'autres outils du même type, et on va faire apparaître des sites similaires à notre point de départ. Donc, c'est pour ne pas se perdre dans la jungle, on part d'un point fixe, on part de ce qu'on connaît, et on va cartographier ce qu'on ne connaît pas. Et on va non pas faire de la recherche, mais faire de la découverte. Et c'est là où apparaît justement la sérendipité. Et également, la cartographie peut permettre de faire émerger ces fameux signaux forts et signaux faibles. Là, on a une représentation cartographique à partir d'une base de brevets, avec là ça rejoint un petit peu le schéma que présentait Evelyne en fin de matinée, à partir de Google Trends, c'est un petit peu le même principe, avec donc des signaux forts, des signaux faibles. Et évidemment, en matière de veille, on s'intéresse surtout à ce qui est émergent, des signaux faibles, qui se trouvent souvent, c'est ce qu'on disait aussi en fin de matinée, qui ne se trouvent pas forcément, qu'on n'obtiendra pas forcément à partir des sources les plus connues, mais souvent, ce qui sera étudié, ce sont les sources qui vont être en périphérie de la carte, ces sources qui sont souvent mal connues, mal référencées et qui pourront contenir de l'information qu'on ne connaît pas, l'information émergente. Donc, on va maintenant, par contre, comme j'ai eu un petit souci avec mon fichier, j'étais obligée de scinder en deux. Est-ce qu'il est possible d'afficher l'autre partie du fichier qui doit s'appeler Carto 5, qui doit être ouvert. Voilà, il fait le fichier Carto 5. Voilà, merci. Et donc, on va maintenant détailler justement plusieurs types de veille, les types de veille les plus répandus, en commençant par la veille technologique. Qu'est-ce que la cartographie va apporter à la veille technologique? Là aussi, on a été plusieurs à converger sur cet aspect. En partant des techniques classiques de bibliométrie ou de scientométrie, c'est-à-dire la cartographie permet de représenter ce qu'on appelle la sociabilité scientifique. Un chercheur n'est pas isolé dans son coin, il va interagir avec ses pairs, avec d'autres chercheurs, et donc la bibliométrie, la scientométrie, traditionnellement, représente cette sociabilité scientifique. Et le Web 2, justement, offre de nouvelles plateformes, de nouveaux espaces de sociabilité.
pas uniquement à travers la coproduction ou la co-rédaction d'articles, mais aussi à travers l'échange sur des espaces sociaux, sur des réseaux sociaux spécialisés, ou même, pourquoi pas, sur Facebook ou autres, les interactions entre chercheurs, ou même sur Wikipédia, pourquoi pas. Donc la cartographie peut aussi permettre de mesurer cette sociabilité scientifique de zéro. Détecter des opportunités d'innovation, identifier des technologies émergentes, ça on l'a évoqué à plusieurs reprises, visualiser donc les liens entre chercheurs, entre co-auteurs d'articles, entre co-déposants de brevets. Et on aura demain des présentations de Questel, notamment avec Orbit Patent. Aussi, on pourra, à travers l'analyse avec la cartographie des brevets, on pourra identifier, par exemple, des inventeurs communs à plusieurs sociétés et voir que des sociétés travaillent ensemble sur un même sujet. On peut aussi analyser, on verra l'exemple avec Orbit Patent, donc analyser les brevets citant ou les brevets cités par d'autres brevets. Et repérer, et ça c'est l'aspect aussi justement de zéro, repérer des communautés de chercheurs, par exemple, avec différents types de cartographie. On verra notamment ce que propose Questel avec Intelixir ou d'autres plateformes. Alors, si on parle maintenant de la veille concurrentielle, du suivi de l'e-réputation, on peut aussi, à partir d'un site donné, ça c'est une carte, une représentation de l'Internet, et je trouve que ça ressemble étrangement aux cartes qu'a présentées Olivia au tout début, ces cartes du monde. Le web est un monde à part entière, pas si différent d'ailleurs de notre monde réel. Je crois qu'il ne faut pas opposer le web et le monde réel, je crois qu'au contraire, les deux interagissent. Donc cette carte du web qui ressemble à une carte céleste a été produite il y a quelques mois, et elle permet, à partir d'un site donné, il suffit de saisir l'URL d'un site, et on va pouvoir voir quelle est l'importance de ce site. On a évidemment ici les poids lourds, c'est les grosses planètes du web, mais on a aussi des petites planètes dont on peut mesurer l'importance et l'interaction avec d'autres sites, à partir de cette grande carte de cet univers d'Internet. Également, toujours dans cet aspect veille, suivi de l'e-réputation, une application qui s'appelle Whisper, qui permet de tracer la propagation de messages Twitter en temps réel, donc avec une représentation sous forme de cercle, et on peut voir, un peu comme la propagation d'un virus, le lien avec l'imagerie médicale est assez frappante, on peut voir la propagation en temps réel, comment un message Twitter peut être repris et peut donc se propager très très vite à l'intérieur de Twitter. Également, alors, pardon, j'ai d'autres slides alors, qui ont disparu, je suis vraiment désolée, comme quoi les virus n'ont pas de frontières. Je voulais vous montrer aussi, mais bon, je pense que je vous mettrai la version complète dans les slides que j'en mettrai. Je voulais vous montrer aussi en veille concurrentielle une application de l'utilisation d'un moteur de recherche spécialisé en veille concurrentielle qui s'appelle Corporama, qui peut être utilisé pour faire de la recherche sur des entreprises françaises, pour trouver des données financières ou des données sectorielles. À partir de Corporama, on va pouvoir sélectionner, par exemple, les entreprises d'un même secteur, en sélectionnant un secteur, en sélectionnant les entreprises qui font tel ou tel chiffre d'affaires, et cartographier justement les liens entre ces entreprises. Les liens, non pas les liens financiers ou les liens humains, ça existe dans nos applications, mais les liens sémantiques en termes de proximité d'activité. Donc ça permet aussi d'avoir tout l'environnement concurrentiel d'une entreprise et de voir quelles sont les entreprises les plus proches les unes des autres du point de vue de leur activité. Voilà donc quelques exemples d'outils gratuits ou non, parce que tout n'est pas forcément gratuit dans ce domaine, mais des outils qui vont permettre de s'adapter aux différentes formes de veille, que ce soit la veille technologique, la veille concurrentielle ou surveillance de l'e-réputation. Je voulais terminer, si j'ai encore un peu de temps, 5 minutes,
Je voulais terminer par un exemple, justement un atelier qui avait eu lieu à la DBS il y a quelques mois, en présence de Claude Aschenbrenner, dont on a beaucoup parlé ce matin, et en s'inspirant donc de la méthode intitulée BBC, donc c'est pas la télévision britannique, c'est BBC signifie brouillard, brouillon, communication. Donc là, en l'occurrence, le brouillard, c'est la phase de tâtonnement. C'est ce qui va permettre justement de créer des cartographies, non pas à partir d'une idée préconçue, parce que qu'est-ce qui va permettre, et quel que soit le type de veille, qu'est-ce qui va permettre de sortir des idées reçues, de changer notre point de vue, parce qu'on a vu, la cartographie, c'est une perception, selon l'angle duquel on voit les choses, on ne percevra pas les choses de la même façon. C'est le schéma que montrait Evelyne ce matin, la perspective un petit peu déformée, et donc une cartographie, c'est une perspective, c'est une vision que l'on porte à un instant T sur un état de la concurrence ou des technologies. Et donc, pour peut-être changer un petit peu son point de vue, on ne va pas partir des idées préconçues, mais on va tâtonner un petit peu dans le brouillard. Donc là, la cartographie peut nous aider déjà via notamment le mind mapping, ce que présentait Mounir, des outils de cartographie d'idées, ou des brainstorming comme le Pixmind, le FreeMind, le Mind Manager, pour permettre déjà d'organiser dans un premier temps ce brouillard, d'y voir un petit peu plus clair dans ce brouillard. Ensuite, le brouillon va permettre de tester des hypothèses, de mettre sur le brouillon, de voir, de tâtonner encore, mais de tester certaines hypothèses. Et enfin, la communication, c'est l'aspect justement communication de la cartographie, dont on parlait Franck, Evelyne et d'autres intervenants. Donc là, la cartographie va servir à communiquer ces idées une fois qu'on les aura un petit peu formalisées. Là, en l'occurrence, cet exercice qui s'est fait de façon très, très expérimentale par Béatrice Phoenix, qui est l'animatrice du groupe Veille à la DBS. Donc le produit final, ça a été cette cartographie des flux éditoriaux sur le web. On a essayé de modéliser où se crée la valeur. Les carrés de couleurs représentent donc les grandes plateformes d'échange du web, Twitter, Facebook et autres. Et on a essayé de modéliser, de représenter quels étaient les flux entrant et sortant de ces grandes plateformes. Et donc une première phase de brouillard a permis déjà de voir où on voulait aller, ce qu'on voulait représenter. Au départ, on n'avait pas forcément pensé à cartographier ces flux éditoriaux, mais c'est ce qui a émergé du brouillard. Le brouillon a permis de tester plusieurs hypothèses, et le produit de communication, voilà, même s'il est imparfait, bien sûr, il a été fait comme ça un petit peu en direct, en 1 heure de temps, mais vous voyez qu'en 1 heure de temps et avec uniquement des outils gratuits, on peut très rapidement modéliser un état des lieux, un état de l'art en veille technologique, un état de la concurrence en veille concurrentielle, ou une photographie de l'identité numérique dans le domaine de l'e-réputation. Donc on voit qu'en matière de veille, on est dans l'incertitude, on est souvent dans le bruit, on n'est pas forcément dans les sources classiques. Et je crois que c'est un état d'esprit, comme dit l'ex-haut responsable de l'intelligence économique en France, Alain Juillet. La veille, l'intelligence économique, c'est un état d'esprit avant tout. Alors, malheureusement, j'ai plusieurs slides qui ont sauté. Je suis vraiment désolée de ce petit problème. Je voulais vous montrer aussi une cartographie effectuée par GEFI. Je pense que Franck va m'en vouloir de ne pas présenter GEFI. C'est une cartographie qui est très célèbre, qu'on a vue, qui a beaucoup été reprise. C'est la cartographie des acteurs du nucléaire en France, qui avait été créée par Greenpeace avec le logiciel GEFI, et qui permettait de présenter les interactions, les liens entre les acteurs du nucléaire en France. Voilà, pour présenter là aussi un état des lieux. C'était une cartographie à un instant T de l'état du nucléaire, et on peut ensuite évidemment faire évoluer pour voir l'évolution de la situation. Donc voilà des exemples, une fois de plus,
plus, hein, sans trop se focaliser sur les outils, mais en partant plutôt des besoins associés aux différents types de veille. Comment la veille se nourrit bien sûr de tout ce processus de collecte qui est désormais stabilisé, ce processus de sourcing, même en amont de la collecte, qui suppose la maîtrise des sources du web classique, du web invisible, des bases de données ou du web 2, mais aussi, et c'est peut-être ce qui est le plus nouveau, et c'est peut-être la nouvelle frontière qui attend les professionnels de la veille pour les mois et les années qui vont suivre, c'est d'apprendre à domestiquer ces outils et ces méthodes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Madame Véronique. Donc, moi, ce que je retiendrai de votre intervention, c'est que vous l'avez si bien signalé, c'est qu'en fait, la veille, c'est vraiment un état d'esprit. Et j'ajouterai une nouvelle avec avec l'illustration des exemples que vous avez fait, notamment en matière de veille concurrentielle technologique. On a eu accès à des outils auxquels nous, en tant que veilleurs, qu'on ignorait. Donc pour nous, c'est vraiment une véritable valeur ajoutée. Et je retiendrai aussi le fait que c'est une médiation humaine. Et là, c'est important, en tant que veilleur, la notion de médiation humaine est très importante, notamment en matière de collecte de l'information, de recherche d'information. D'où justement cet axe qui, pour nous, est, nous en tant que veilleurs, et aussi le rôle du CND dans son rôle dans le contexte de la documentation. Donc pour nous, c'est doublement important. Et donc je vous remercie infiniment de votre intervention. Et est-ce qu'il y a des questions pour la liste? Est-ce qu'il y a des questions? Cette nouvelle manière d'appréhender l'information, de l'analyser, de la tenir à disposition d'une autre façon. Comment c'est perçu chez les documentalistes qui, pendant un moment, ont essayé, ou on a essayé, ou je ne sais pas quelle était l'initiative qui s'est née finalement. Ok, on a essayé de coller une image de cyber-documentaliste, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, ça a marché ou pas, oui, mais est-ce que c'est des analystes ou pas, oui. Et comment tu positionnes la cartographie, le rôle des documentalistes justement dans ce nouveau champ finalement qui est en train de s'ouvrir, de se démocratiser, mais dans lequel il y a justement plein de trucs à faire encore, notamment la qualification des données au départ, leur interprétation, la mise à jour, l'analyse, voilà, parce qu'il y a un champ à explorer là-dedans. Alors, oui, merci de la question, parce que je crois que vraiment là, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Et je vais faire une réponse qui ne va pas te faire plaisir. Je vais dire, le champ d'investigation, je pense, pour les professionnels d'information, documentalistes ou bibliothécaires, parce que je pense que les bibliothécaires font de plus en plus de veille et sont de plus en plus dans les contenus. Donc la réponse que je ferai, c'est qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les outils. C'est pour ça que je dis que ça ne va pas te plaire, parce que tu es éditeur de logiciels, mais je crois qu'il faut... Enfin, bon, évidemment, c'est un peu de la provocation quand je dis ça, mais je pense qu'il faut... on a beaucoup tendance à se focaliser sur les outils. Pourquoi? Parce que les outils, c'est magique. Il y a quelque chose de magique quand on utilise GEFI, que j'utilise extrêmement mal, Pico, enfin des outils... c'est vrai qu'il y a quelque chose de vertigineux, c'est extrêmement fascinant, mais... Parfois, on a tendance, du coup, à oublier un petit peu les contenus, derrière le pouvoir parfois un petit peu fascinant des outils. Et peut-être l'avenir que je vois effectivement pour les professionnels d'information, bibliothécaires, documentalistes, veilleurs et même aux spécialistes du KM, c'est peut-être de se plonger peut-être davantage dans les contenus. Et pour les bibliothécaires, je viens du monde des bibliothèques, ce que je constate, c'est que, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je crois,
la figure, on parlait de Paul Autelet et des grandes figures, la figure du bibliothécaire, jusqu'à la première moitié, jusqu'à la deuxième moitié plutôt du XXe siècle. Le bibliothécaire, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui spécialise des contenus, assez souvent, des grands intellectuels. Et à partir des années, de la deuxième moitié du XXe siècle, le bibliothécaire devient plutôt un spécialiste de la description, donc du catalogage, des formats, des métadonnées, etc. Et je pense qu'au XXIe siècle, le bibliothécaire ou le documentaliste ou le professionnel de l'info, c'est un petit peu la synthèse des deux. C'est-à-dire, c'est toujours, bien sûr, un spécialiste des métadonnées, de la description, mais c'est aussi un spécialiste des contenus. Alors, ça ne veut pas dire que les bibliothécaires ou les documentalistes vont se substituer aux experts, bien sûr, mais je pense qu'ils vont de plus en plus plonger dans les contenus et faire de l'analyse au sens faire émerger du sens. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais voilà, je pense que la partie analyse, elle est plutôt dans le contenu, dans les outils qui vont servir à faire émerger le contenu. Enfin, c'est un mix des deux. Ouais, moi je les vois aussi dans la capacité justement à connecter les données dont les professionnels d'information, leur métier c'est finalement de qualifier les données, de les taguer pour reprendre un terme étape hyper nécessaire justement à la visualisation de la cartographie. Oui, bien sûr. Pour lequel aujourd'hui personne n'est positionné. Oui. Il n'y a qu'une réponse, et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de cartographies finalement qui sont produites. Il y a un gap entre comment on fait rentrer les données ou les informations dont on a besoin dans la carte. Oui, je crois qu'il y a de toute façon, il y a un manque de métadonnées, ça on en parlait aussi, effectivement il y a une attribution, il y a ce travail, je pense, mais c'est les deux vont ensemble, un travail de description, mais ce travail aussi même d'analyse humaine, je crois qu'il ne faut pas négliger tout cet aspect, analyse humaine. Il y avait une question, oui, monsieur. Merci. Bon, je saisis l'occasion en tant que coprésidente de la DBS. Donc, personnellement, la revue documentaliste que je suis abonné en ligne. Je trouve une revue d'actualité pour nous très importante, donc à travers notre activité. Alors, vous avez publié 2 enquêtes. Je pense la première sur l'insertion des documentalistes dans l'entreprise. Et après 10 ans, si je me rappelle bien, je pense en 2010, il y avait une deuxième enquête qui a quand même noté une certaine meilleure évolution des spécialistes d'information au niveau de l'entreprise. Alors ce que j'ai remarqué, parce que avec mes étudiants, c'est 2 études que je leur ai distribuées pour commentaires, pour un peu comprendre leur devenir, pour ceux qui vont travailler au niveau de l'entreprise. Alors effectivement, à travers ces 2 enquêtes, les conclusions que j'ai pu retenir, c'est que les documentalistes, surtout en France, ils arrivent mal à, si vous voulez, à s'intégrer au niveau de l'entreprise, sinon même avec des diplômes très avancés, avec doctorat, etc., on exerce des fonctions un peu soit au niveau de la veille, soit au niveau de knowledge management, soit en tant que, si vous voulez, au niveau de l'entreprise, à créer son propre système d'information. Je ne dirais pas documentaire, mais spécifique à l'entreprise, mais qui s'insère dans ce système d'information global, si vous voulez. Donc voilà, je vous remercie. Oui, alors là, il faudrait beaucoup de temps pour répondre à la question, mais je ne suis pas sûre d'avoir une réponse, parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais c'est un constat qu'on fait aussi. Je crois qu'on partage ce constat. Et effectivement, voilà, vous citiez les enquêtes qu'a réalisées la DBS. La prochaine étape, je n'ai pas voulu en parler ce matin pour ne pas monopoliser la parole, mais l'un des grands projets de la DBS aujourd'hui, c'est de créer un observatoire de cette fonction information, pas seulement de l'emploi en documentation ou bibliothèque spécialisée, mais un observatoire, et on ne le fera sans doute pas tout seul, et c'est pour ça que je parlais ce matin de l'ouverture, un observatoire, cette fonction information dont je parlais ce matin et qui est en train d'émerger. Et je crois que là, il y a un tournant. Tous les responsables d'entreprise qu'on a pu rencontrer avec ma coprésidente depuis les quelques semaines qu'on est élus, on sent que dans tous les contextes qu'on peut avoir, y compris avec d'autres associations sœurs, on sent
très confusément pour l'instant, c'est un signal faible, je crois. Hein. On sent un besoin dans l'entreprise ou dans l'organisation, hein, pas seulement dans le secteur marchand, mais dans les organisations. On sent qu'il y a un besoin pour cette fonction information qui va de la production d'informations à son indexation, son archivage, enfin ce qu'on appelle classiquement le cycle de vie du document, mais qui va même au-delà et qui passe aussi par la veille, par l'analyse, par la gestion de la connaissance, enfin tous ces métiers. Donc avec aussi le développement, tout ça va de pair avec aussi une mutation des modes d'organisation dans l'entreprise, hein, les structures sont moins verticales, l'information, enfin on travaille plus par projet, donc l'information devient indispensable, c'est quelque chose qu'il faut partager. J'ai présenté là, à ISCO Maghreb le mois dernier un papier hein, qui est avec Sofiane Saadi, que certains connaissent peut-être. On a présenté un papier qui s'appelait les 2 RSE, le réseau social d'entreprise au service de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc je crois qu'il y a un tournant hein, qu'on constate depuis assez récemment et qui va, je pense, s'intensifier et qui va faire que les professionnels de l'information, hein, quelle que soit leur spécialité, vont avoir un rôle de plus en plus stratégique et pas uniquement une fonction support. C'est-à-dire que jusqu'à présent, effectivement, ce que traduisaient ces enquêtes métiers, c'est que les documentalistes étaient plutôt dans une fonction support. Alors il y a eu des grands centres de doc hein, dans les années 70, bon, 80 maintenant, je pense que c'est plus, hein, on n'est plus dans le stock, hein, comme on disait tout à l'heure, hein, on est dans le flux, mais qu'il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent avec une fonction effectivement plus stratégique. Alors, tout ça ne va pas se faire en un jour, ça dépend aussi des secteurs, de la culture d'entreprise, mais je reste persuadée, c'est peut-être un peu pieux, mais en tout cas, je suis persuadée, et c'est ce que cet observatoire hein, se propose de mesurer, que cette fonction va émerger et va dépasser hein, largement le périmètre classique de l'infodoc. Et parallèlement, et je termine là-dessus, hein, désolée, je suis un peu longue, je pense que d'autres métiers aussi empruntent, et c'est une très bonne chose. Hein, on voit qu'il y a un empiètement et qui n'a rien de dangereux, hein, de préjudiciable, mais que d'autres métiers, dans le marketing, même dans l'enseignement, enfin dans beaucoup de métiers, empruntent nos méthodes et nos façons de travailler. Le micro est derrière. C'est pour vous, madame. Donc, vous avez cité tout à l'heure dans votre réponse que c'est pour faire appel, vous n'avez pas l'outil, par exemple, pour moi, j'ai compris que l'outil, il vient en dernier. Donc, j'ai compris qu'il y a des préalables qu'il faut mettre en place avant d'avoir recours aux outils. Oui, il faut les deux vont de pair. Hein. C'est un peu comme quand on achète une voiture, on pensait mettre de l'essence. Hein, voilà, donc les outils et les sources, c'est un peu pareil. Tout à fait d'accord avec vous. Juste pour que on puisse, en tant qu'administration marocaine, profiter de l'expérience française en ce domaine. Quels sont les préalables qu'il faut mettre en place avant, surtout pour le HCP, avant qu'on mette avant d'avoir le résultat qui va se manifester en cartographie de l'information de cette administration, qui est composée de plusieurs sous-systèmes qui composent le HCP par exemple. Déjà, identifier les besoins, hein, comme dans tout. Enfin là, bon, ça, je suis pas, vous avez compris, je suis pas ici en tant que spécialiste de la cartographie. Hein. Il y a bien plus grands spécialistes que moi hein, dans tous les intervenants. Hein. Je prétends pas du tout l'être. Hein. Je suis plutôt spécialiste donc, des outils de veille et de la méthodologie de veille. Et la méthodologie de veille consiste à définir ses besoins, hein, d'abord. Hein, c'est le schéma hein, de la FNOR qui est toujours valable, hein, cette norme expérimentale hein, qu'on est d'ailleurs en train de remettre à jour. Donc le schéma de la FNOR, définir les axes de veille, les traduire en objectifs concrets, définir les sources, hein, ça reste toujours d'actualité. Et donc, et ça veut dire y compris des sources internes, hein, pas uniquement des sources web ou web 2, mais aussi des sources en interne, repérer où sont les sources d'information, où sont les agrégats d'information, pour ensuite effectuer des traitements cartographiques. Hein.
Mais la cartographie peut aussi intervenir en amont, hein, c'est un peu ce que disait Mounir, hein, c'est que la cartographie elle intervient dans la phase de traitement, mais elle intervient aussi dans la phase amont, quand on est dans cette phase justement un peu de brouillard, hein, donc on est dans le tâtonnement pour définir les axes de veille. C'est les travaux que je fais faire à mes étudiants, même pour leur mémoire, hein, pour les étudiants en master, je leur fais faire des cartographies, hein, avec des choses très simples, avec Mindomo, hein, ils n'ont rien installé, ils vont sur Mindomo, hein, qui est un outil de cartographie en ligne, pour bien définir leur sujet de mémoire, je leur fais faire des cartographies de mots-clés. Alors, au début, ils ne sont pas contents, ils disent à quoi ça sert, et après, ils sont ravis, parce que ça leur sert à préciser leurs pensées. Hein. Donc, voilà, donc, le conseil que je donnerais, le préalable, c'est de définir ses besoins. Et ensuite, décliner ses besoins en objectifs concrets. Il y avait une autre question. Une dernière, voilà. Mounir Bislimane, enseignante à l'école des sciences de l'information. Alors je profite de la présence d'une des présidentes de la DBS pour vous poser encore une fois une question sur le rôle de la DBS dans le domaine de la veille. J'ai souvent eu l'occasion d'entendre parler d'autres spécialistes, bien sûr en France, hein, des éditeurs, des consultants en veille, et qui m'ont dit que la DBS était l'association la plus active dans le domaine de la veille en France. Bon, c'est une fierté, franchement, c'est une fierté pour nous en tant que bibliothécaires documentéistes. Moi, ce que je voudrais savoir, juste comment vous vous situez en tant que, bien sûr qu'association, mais dans le domaine de la veille, et puis est-ce que vous avez des relations avec les autres associations en France? Je sais qu'il y en a une multitude. Oui, bien sûr. Bon, je vais être brève et puis on pourra poursuivre hein, la discussion de façon à la pause, hein, bien sûr, parce que bon, l'objectif de la journée, c'est pas forcément que de parler que de la DBS. Très brièvement, voilà. C'est vrai que le groupe, puisque donc, la DBS a plusieurs secteurs, hein, le secteur veille est l'un des secteurs les plus dynamiques, hein, grâce à l'action de personnes comme Béatrice Félix-Rioux, par exemple. Mais on est évidemment, hein, c'est pas une chasse gardée, hein, voilà. Évidemment, il y a beaucoup d'associations spécialisées, donc on en connaît plusieurs. Alors il y a plusieurs types d'associations aussi. Hein. Il y a aussi des associations plus professionnelles au sens dont l'objectif a été justement d'encadrer le statut des professionnels de la veille et de l'intelligence économique. Je parlais par exemple de la FEPI, hein, voilà, j'ai fait partie d'un petit groupe avec l'amiral Lacoste qui a mis au point les premiers statuts de la FEPI. Donc voilà, on a été pas mal en contact. Et c'est aussi notre feuille de route hein, en tant que coprésidente avec Anne-Marie Goodman, c'est de développer encore plus ces partenariats avec des associations dans le domaine de la veille ou de l'intelligence économique, bien sûr. Je crois qu'il y a, là encore, je crois qu'une association ne peut pas tout faire, et je crois qu'il est important de jouer la carte du partenariat, et cet observatoire, pareil, on ne fera pas tout seul. Voilà, on peut continuer la discussion. De cartographie.